Les élections américaines de mi-mandat, début novembre, s'annoncent, on le sait, cruciales pour Donald Trump. Une échéance électorale qui pourrait marquer aussi un tournant dans le second mandat du président américain et peut-être même plus. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Ce pourrait être même un tournant pour la démocratie, c'est ce que vous écrivez dans les Échos. Vous voulez nous faire peur ou quoi là Beaucoup de présidents américains ont perdu les midterms et il n'y a pas eu de drame. Oui, c'est même presque une tradition depuis la dernière guerre qui remonte tout de même à 80 ans. Il n'y a que 2 présidents qui ont à peu près réussi à maintenir leur majorité lors des élections de midterm. Tous les autres l'ont perdu. Et donc, on peut dire que c'est la mécanique habituelle de la vie politique américaine qui va se dérouler. Sauf que Donald Trump, il a un trait particulier, c'est qu'il n'aime pas perdre l'élection. Vous allez me dire, c'est quelque chose d'assez répandu, mais lui, il le dit de manière très forte, et c'est vraiment une constante de sa présence dans la vie politique américaine. Et il y a une phrase moi, qui m'a frappé en travaillant sur ce sujet, qu'il avait prononcée en octobre 2016, donc on était en pleine campagne présidentielle aux États-Unis. En France, on pensait encore que c'était un hurluberlu qui n'avait aucune chance. Et Donald Trump, à ce moment-là, avait dit « J'accepterai totalement le résultat des élections à condition que je les gagne ». Et 15 jours plus tard, il a été élu, il a accepté totalement le résultat de l'élection, même s'il n'était pas très préparé, contrairement à ce qui s'est passé 8 ans plus tard. Et ensuite, si vous regardez la chronique des élections qui se sont tenues depuis, 2018, il y a eu des élections de demi-mandat qui n'ont pas changé les équilibres. Les républicains ont gardé le Sénat et les démocrates ont gardé la Chambre des représentants. Donc ça n'a pas changé les équilibres et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais ensuite, élection présidentielle de 2020, Donald Trump cette fois-ci perd et il refuse presque totalement le résultat des élections. Il essaie il fait recompter les bulletins, il essaie de bloquer la proclamation des résultats, et puis il y a le 6 janvier 2021, les événements tragiques au Capitole, où des centaines d'émeutiers prennent d'assaut l'un des symboles de la démocratie américaine, avec l'accord implicite et même presque explicite. Il y a une vidéo qui est frappante là-dessus de Donald Trump où il encourage pratiquement ces émeutiers. Donc il refuse le résultat de l'élection, et il le refuse encore aujourd'hui. Kevin Warsh, celui qui est devenu président de la Fed, quand il a été auditionné par le Sénat il y a 15 jours, la question lui a été posée, Donald Trump a-t-il perdu les élections en 2020 ? Et il a éludé la question. Dans le camp républicain, c'est un tabou absolu de dire que Donald Trump a perdu l'élection parce que il affirme que en fait, l'élection lui a été volée, c'est le terme qui est employé. Donc 2020, il refuse l'élection et il continuera ensuite, longtemps après, à dire que cette élection, en fait, il l'avait gagnée, qu'elle lui a été volée. Et quand vous faites des sondages chez les républicains aujourd'hui, il y a une large majorité de républicains qui disent effectivement Donald Trump avait gagné en 2020. Donc 2020, élection gagnée par Joe Biden, mais résultat très contesté par Donald Trump. 2024, Donald Trump est réélu. À nouveau, il accepte totalement le résultat de l'élection. Et là, apparemment, si on en croit encore une fois les sondages... Pour regarder les derniers sondages, ça fait longtemps qu'il y avait un basculement qui était prévu de la Chambre des représentants, où la majorité est extrêmement faible. Les derniers sondages indiquent un basculement du Sénat, alors même que normalement, c'était plus compliqué pour les démocrates. Ils ont 4 sièges à gagner compte tenu de la façon dont se déroule le scrutin. Et d'après les derniers sondages, il pourrait gagner ces 4 sièges et donc devenir majoritaire au Sénat. Et donc à partir de ce moment-là, il pourrait perdre les 2 chambres. Il devient un lame duck, ce qu'on appelle un canard boiteux dans le langage politique américain. Et donc, si vous regardez, il essaie de tout faire pour éviter ça, pas par sa politique économique, mais par une façon d'essayer de prendre la main sur le scrutin de mi-terme. En faisant quoi, par exemple ? Par exemple, il a fait passer un décret en disant que la responsabilité des élections ne relevait plus des États, mais relevait maintenant du niveau fédéral. La décision de justice n'a pas encore été rendue. Selon toute vraisemblance, ça va être cassé. Mais voilà, l'idée étant que c'est le fédéral qui va gérer la proclamation des résultats, tout le déroulement
du processus électoral. Donc il a fait ça. Il a encouragé évidemment le tripatouillage des circonscriptions. Alors c'est une tradition aux États-Unis. Il y a même un terme en anglais, le gerrymandering, qui désigne ce travail sur les circonscriptions pour favoriser le camp en place. Ça se fait État par État. Donc les États démocrates favorisent, favorisent les redécoupes pour que ça soit plus favorable aux candidats. Chacun le fait. Et les républicains aussi. Mais là, ça a été encore plus que d'habitude. Et ça, donc, il a encouragé, il a soutenu, il a appelé les gouverneurs pour leur dire faut vraiment, cette fois-ci, y aller plus que d'habitude, etc. Donc, avant le processus électoral, il essaie de reprendre la main. Il y a aussi il y a un autre décret qu'il a pris pour dire que la Poste n'aurait pas le droit d'envoyer des bulletins de vote. On vote beaucoup par correspondance aux États-Unis. N'aurait pas le droit d'envoyer des bulletins de vote à des personnes qui n'étaient pas inscrites sur une liste qu'allait produire l'administration centrale. Et donc ce décret va, selon toute vraisemblance, aussi être rejeté par la justice. Mais donc là, à nouveau, c'est une façon de vouloir prendre le contrôle sur le processus électoral. Donc, avant l'élection, il y a ça. Pendant l'élection, il y a tout de même différentes possibilités qui lui sont offertes. Et apparemment, l'idée traîne chez les Républicains. Il y a un édile républicain qui a évoqué les manipulations chinoises qu'il y avait eu lors des élections en 2020 et qui pourraient se reproduire. Et donc, il pourrait invoquer une situation d'urgence à cause de... Pour ne pas quoi? Pour ne pas valider, entériner? Pour ne pas organiser. Ah, pour ne pas organiser. Pour reporter le scrutin en disant il y a des magouilles des Chinois qui vont fausser le scrutin. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait, il y a d'autres hypothèses. On a vu avec ce qui s'est passé avec les interventions de l'ICE, la police de l'immigration américaine, qu'on avait des situations qui étaient des situations d'émeute dans plusieurs villes américaines. Et donc, il est possible aussi d'imaginer que soit créé de manière artificielle un climat insurrectionnel à l'automne et qui soit un argument invoqué pour des mesures d'urgence qui seront sans doute rejetées par la justice. Pour reporter les élections. Pour reporter les élections. Donc, il y a ça. Il y a pendant l'élection, donc on voit bien que visiblement, l'idée travaille dans certains rangs républicains. Et puis, après l'élection... Que se passe-t-il si après l'élection, Donald Trump n'accepte pas sa défaite? Il peut faire ce qu'il a fait en 2020, mais beaucoup plus. Donc, on va recompter, voilà. Et donc, il y a toute une palette d'outils qui sont actuellement examinés de manière très concrète. Enfin, c'est pas du jus de crâne. C'est des décrets qui existent, qui ont été signés par Donald Trump. L'ingérence dans le scrutin, ça a été mis en avant par des responsables républicains. Et le recomptage après, là aussi, ça apparaît tout à fait dans ce qui est dit aujourd'hui. Donc c'est un scénario qui est, hélas, tout à fait envisageable aujourd'hui. Oui. Mais en quoi c'est l'avenir de la démocratie qui se joue? En quoi ce serait une catastrophe s'il ne devait pas reconnaître une éventuelle défaite? Dans le système démocratique tel qu'on l'a bâti depuis 3 siècles, il ne vous aura pas échappé que les élections jouent un rôle tout à fait central. Le fait qu'il y ait une représentation, en plus encore, je dirais, aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui s'est créé sur un rejet de l'impôt parce qu'il n'avait pas été voté par les Américains. Donc le vote par des représentants est quelque chose d'absolument central. Si ces représentants ne sont pas élus, vous avez une remise en cause absolument fondamentale du modèle démocratique qui existe aux États-Unis, qui est un modèle qui existe depuis plus de 2 siècles. On a tendance à croire que c'est une jeune nation, on entend encore parfois ça. Les Américains, ils ont un système politique avec des institutions qui ont fonctionné de la même manière depuis 1788-1789, alors que nous, en France, on a changé 5 fois de république, on a eu aussi une monarchie, 2 empires. Eux, ça fait 230 ans qu'ils organisent la vie politique exactement de la même manière. Et c'est considéré comme un modèle, pas le modèle, mais un modèle de démocratie. Et c'est aussi la démocratie la plus puissante au monde. Si cette démocratie-là est remise en cause, alors même que le système démocratique est attaqué, comme on le voit par toute une série de pays, Chine en tête, eh bien, ça sera une remise en cause dont l'onde de choc dépassera largement les frontières des États-Unis. Juge Donald Trump, on le sait, il est assez impopulaire. Il n'a pas encore perdu l'élection, même si les sondages ne sont pas bons pour lui. Les Américains lui reprochent de ne pas avoir finalement amélioré leur situation économique, à juste titre ou pas?
Donald Trump, je l'ai vu fin janvier à Davos, il disait grâce à moi le gallon de gasoline est à 2,50 $ et ça va bientôt être en dessous de 2 $. On est à 4,50 $. Aujourd'hui, on est à 4,50 $. On va voir la même chose avec les prêts immobiliers. C'est un élément important Les prêts. Les prêts immobiliers, Ouais. c'est un élément important, mais les taux d'intérêt là montent très vigoureusement et ça va se retrouver dans les mois qui viennent sur les taux immobiliers. Jusqu'à présent, l'immobilier américain a tenu, mais avec la hausse qui s'est passée ces 3 derniers mois, ça va devenir de plus en plus dur. Et donc, tous ces éléments pèsent très fortement sur sa popularité et ça sera très difficile d'inverser ce courant-là d'ici les élections, d'où les tentatives de faire des opérations à l'international. On a entendu parler du Groenland il y a 3 mois, on a vu l'Iran et maintenant on parle évidemment de Cuba pour essayer de détourner l'attention des Américains sur des conditions objectives de vie qui se dégradent. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut.